Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de ne jamais rentrer d'une simple balade en forêt, d'une simple promenade entre amis? Eh bien si, c'est tout à fait possible et ça a été le cas en février 2017 d'Abigail Williams, 13 ans, et de Liberty German, 14 ans. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Top Antilles dans lequel on va parler des meurtres de Delphi. Delphi qui est une petite ville de l'État de l'Indiana, aux États-Unis. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu pour plus de vidéos et on est parti. Avant la disparition. Abigail et Liberty, que les proches surnomment habituellement Abby et Libby, étaient de très bonnes amies, elles étaient pratiquement inséparables, elles étaient d'ailleurs dans le même collège et elles faisaient toutes les deux le même sport. Elles étaient très sportives, elles faisaient de la natation et du volleyball ensemble. La nuit avant la disparition, les filles sont restées chez la grand-mère de Liberty qui s'appelle Becky. Vers 10h, les filles se sont réveillées, le père de Libby était là, il leur a fait prendre le petit déjeuner. Vers midi, les filles ont demandé à la grand-mère de Liberty, Becky, si elle pouvait aller se balader sur le pont abandonné près de Deer Creek, puisqu'elle n'avait pas cours ce jour-là. Elle voulait simplement aller se balader, prendre quelques photos, voilà. Cette dernière a accepté. Les filles ont donc demandé à Kelsey, la sœur de Liberty, si elle pouvait les amener en voiture jusque là-bas. C'était à environ 5 minutes en voiture. Généralement, Kelsey disait non, mais cette fois-ci, elle a décidé de dire oui, puisqu'elle allait en même temps chez son petit ami de l'époque. Le jour de la disparition. Le 13 février 2017, vers 13h45, la sœur aînée de Liberty, Kelsey, dépose sa petite sœur Liberty et son amie Abigail au début d'un chemin de randonnée sur la route ouest 300, non loin de l'autoroute Hoosier-Heartland. Le père de Liberty doit venir les chercher vers 15h. Sur ce chemin, il y a un ancien pont, sinon le reste n'est que forêt. C'est une zone de nature où les gens y viennent pour se promener, faire des randonnées ou encore prendre des photos. C'est un coin donc tranquille. Le but de la balade des fillettes, c'est d'atteindre le pont Monon, situé dans les bois au-dessus de Deer Creek. Liberty y a déjà été plusieurs fois avec sa grande sœur Kelsey, elle connaît bien l'endroit. Et autour du pont Monon, il y a un regroupement de différents sentiers, certains sont balisés, d'autres pas. On sait que les filles ont atteint ce pont puisqu'elles ont pris des photos. Vers 14h07, Liberty poste en effet une photo d'Abigail marchant sur le pont via l'application de Snapchat. Cette photo sera l'une des preuves qui va permettre par la suite de retracer les filles après leur disparition. Vers 15h, comme convenu, le père de Liberty arrive pour chercher les filles. Il envoie donc un SMS à Liberty, mais cette dernière ne répond pas. Il essaye alors de l'appeler, mais aucune réponse. D'après certaines sources, le père de Liberty passe 2 appels, un à 15h11 et un autre à 15h13. Face à ce silence radio inhabituel, il décide donc de faire un tour et de chercher les 2 ados par lui-même. Il ratisse donc un peu la zone, mais aucune trace des filles. Le père de Liberty met au courant les familles et ces dernières entament elles-mêmes des recherches avant de prévenir la police. Imaginez-vous bien, les filles ont disparu, les familles les cherchent pendant environ 2 heures avant d'appeler la police. Finalement, aux alentours de 17h, les parents préviennent la police et les filles seront portées disparues à 17h30. Des fouilles vont être faites dans la région, dans les bois, les forêts, près du pont, absolument partout où les filles ont pu passer, où les filles ont pu être. Il y a même des chiens renifleurs qui sont déployés sur le terrain pour retrouver les filles. Au cours des recherches, les policiers vont essayer de même contacter et de géolocaliser le téléphone de Liberty en appelant son fournisseur. Le fournisseur va essayer de faire une triangulation du téléphone, mais cela ne va rien donner. D'après les enquêteurs, les téléphones n'avaient pas de problème de batterie ou quoi que ce soit dans le genre. En fait, ils ont été éteints manuellement. Ce qui est plutôt étrange déjà. Malgré tous les efforts de recherche pour retrouver les filles, la nuit tombe et la police doit interrompre les recherches pour reprendre le lendemain matin. À ce moment-là, imaginez-vous bien, tout le monde est désemparé, surtout les familles et les proches des 2 jeunes filles qui n'arrivent pas à fermer l'œil de la nuit et qui sentent bien que quelque chose d'anormal s'est produit. D'après certaines sources, les recherches se seraient arrêtées vers minuit et les familles ainsi que des résidents bénévoles pour retrouver les filles auraient continué à chercher les filles jusqu'à 2h ou 3h du matin. À ce moment-là, en 2017, la ville de Delphi compte environ 2882 habitants. C'est donc une petite ville tranquille, a priori sans problème, où il ne se passe jamais rien. Face à la disparition, le shérif du comté de Carroll, Toby Lisenby, tente de rassurer le public en déclarant qu'il n'y a aucune raison de soupçonner un acte criminel.
criminelle. La piste criminelle, dès le départ, semble donc être écartée. Dans l'esprit des enquêteurs, de la police, l'affaire de disparition allait être vite réglée. Tout le monde pensait qu'on allait retrouver les filles d'ici quelques jours seulement. Un détective, Jerry Holman, avait fait d'ailleurs une déclaration en 2019 à la radio en disant précisément, mot pour mot, « Nous pensions que nous allions obtenir les indices dont nous avions besoin et en finir avec cela dans 4 ou 5 jours. » Dans 4 ou 5 jours. L'affaire n'était donc pas prise au sérieux et elle n'était pas considérée comme inquiétante dès le début, ce qui était une grosse erreur pour la suite. Le lendemain, une découverte macabre. Le jour suivant, le 14 février 2017, au lever du soleil, les recherches reprennent enfin. Le FBI va même s'ajouter à l'affaire. Sur les lieux, il y a des groupes de plongée qui inspectent les fonds de la rivière de Deer Creek, des amis de la famille, des filles, des bénévoles qui cherchent absolument le moindre indice dans les bois. Il y a même des hélicoptères qui sont déployés qui couvrent tout le périmètre où les filles ont disparu. Tout bascule au moment où un bénévole alerte qu'il aperçoit sous des arbres, dans l'herbe, ce qui semble être deux corps humains. Les corps d'Abigail Williams et de Liberty German viennent d'être malheureusement découverts vers midi dans une zone boisée. Ils sont à environ 800 mètres à l'est du pont abandonné du Monongaï, là où Liberty a pris la photo d'Abigail à 14h07 et à environ 15 mètres de la rive nord de Deer Creek. Les corps sont transportés dans un centre médico-légal pour autopsie au coroner. Le sergent de la police de l'État de l'Indiana, Kim Riley, et le chef de la police de Delphi, Steve Mullins, vont déclarer aux médias que sur la base de la façon dont les corps ont été retrouvés, un acte criminel est suspecté. Ils ne dévoilent pas comment les filles ont été tuées. Les résultats médico-légaux des autopsies ne sont pas divulgués, mais d'après les dires des pompiers de l'époque, aux urgences, les corps des filles sont mutilés et disposés bizarrement, comme pour répondre à une sorte de rituel. Il y a un certain nombre de contradictions dans cette affaire. Certains disent qu'elles ont été tuées avec une arme à feu, un tir dans la tête, d'autres avec une arme blanche, un couteau. Comme c'est une petite ville, les rumeurs, les informations, vérifiées ou pas, circulent vite. Mais il ressort de témoignages une information importante, que lors des funérailles, les filles auraient eu des bandeaux, des foulards autour du cou, ce qui n'était pas leur habitude. Cela laisse donc supposer qu'il y avait de potentielles mutilations, des plaies choquantes au niveau du cou et que les filles ont été sûrement égorgées. Aussi, selon des témoins qui étaient présents lors des recherches, les corps des filles suggéraient fortement qu'il y avait eu des mutilations sexuelles. Un point à relever important, dont on a parlé tout à l'heure, si le FBI s'est ajouté à l'affaire, ce n'est sûrement pas pour rien. En effet, le FBI n'intervient pas systématiquement dans les affaires de meurtres locaux, ils interviennent pour des meurtres qui répondent à une certaine spécificité. En l'occurrence, la disposition des corps ou la manière dont les corps ont été retrouvés intéresse fortement le FBI. Après, est-ce que le crime en lui-même ou la mise en scène des corps correspond à d'autres crimes commis dans un autre État ? Est-ce que le FBI suivait la piste d'un tueur en série ? On ne sait pas pour l'instant. La seule information certaine, c'est que d'après le médecin légiste, le crime des filles était fini à 15h30 maximum. Cette nouvelle terrifiante est un véritable choc dans la ville de Delphi et le surintendant de l'école de Delphi, Gregory Briles, va même jusqu'à annuler toutes les activités parascolaires pour la semaine. L'enquête. Après cette effroyable découverte, le mercredi 15 février 2017, l'enquête pour les meurtres d'Abigail Williams et de Liberty German est enfin ouverte. Des personnes vont être entendues et interrogées. Environ 1000 personnes à l'époque, notamment des témoins, des suspects ou des personnes ayant pu avoir des informations importantes sur la disparition des deux jeunes filles. Grâce à tout l'argent récolté pour les filles, une récompense de plus de 200 000 $ est offerte à toute personne qui apporte des informations sur les meurtres ou le suspect. Ce qui est important et qui est à noter, c'est qu'à côté des corps, on a retrouvé un des téléphones portables éteints. Sur le téléphone de Liberty, les enquêteurs découvrent un enregistrement vidéo Snapchat d'un inconnu suspect marchant sur le pont où elles étaient avant de disparaître. Une partie de l'enregistrement a été rendue publique, mais pas le reste. Vous vous doutez bien que les enquêteurs en charge de l'affaire gardent des preuves secrètes que seuls le ou les meurtriers connaissent en cas s'il y a un procès futur. La vidéo n'est pas de qualité optimale, mais on peut y voir un homme blanc portant un jean bleu, un manteau bleu et un sweat à capuche d'une cinquantaine ou soixantaine d'années qui s'avance vers les filles en prononçant une phrase assez glaçante, seulement 4 mots, « Guys, down the hill », ce qui peut être traduit en français par « les gars en bas de la colline » ou bien « descendez la pente ».
Alors il est difficile de voir ce que l'homme regarde, il a presque l'air de boiter, il semble dissimuler quelque chose sous son manteau ou bien tenir une arme à feu ou alors une arme blanche dans sa main droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le pont, il n'y a pas d'issue sur les côtés, de sorte que les filles ont sûrement dû être coincées par leur agresseur et n'ont donc pas dû pouvoir s'échapper facilement. Après, est-ce que le meurtrier avait des complices ? Est-ce que l'homme sur la vidéo menace directement les filles ? Est-ce que c'est le meurtrier ? En tout cas, la police de l'État de l'Indiana déclare officiellement le dimanche 19 février 2017 que l'homme sur la vidéo est le principal suspect dans le double homicide de Delphi. Liberty n'a donc pas filmé par hasard cet inconnu sur le pont, elle l'a fait car elle a dû le trouver étrange, elle a dû se sentir en insécurité et a eu le bon réflexe de filmer la scène. Malheureusement, nous n'avons accès qu'à une partie de la vidéo. En réalité, la vidéo durerait plus longtemps, entre 6 minutes et 40 minutes selon les propos rapportés. Peut-être bien même que les meurtres ont été filmés en entier. C'est peut-être pour ça aussi que le FBI ne divulgue pas l'intégralité de la vidéo et que voilà, il garde des preuves secrètes et peut-être aussi pour ne pas choquer les familles des victimes. Apparemment, selon des témoignages de personnes, le jour de la disparition des filles, vers 14h45, des promeneurs seraient venus au niveau du pont abandonné pour prendre des photos et à ce moment-là, ils disent n'avoir rien vu ni entendu. Par contre, un homme avec une chemise flanelle dit avoir entendu un couple se disputer sous le pont, alors certains pensent qu'il s'agirait probablement d'Abigail et de Liberty qui étaient encore vivantes à ce moment-là et qui faisaient face à leur agresseur. D'autres pensent que c'était peut-être un couple d'itinérants qui vivaient sous le pont. D'ailleurs, sur le chemin de balade pas loin du pont Monon, des témoins ont affirmé avoir croisé un homme itinérant qui mendiait et qui se serait montré assez agressif quand les gens ne lui ont pas donné de la monnaie. D'après un enquêteur retraité de Delphi, une scène de crime en pleine forêt est remplie d'ADN. Les policiers ont donc sûrement relevé de l'ADN sur la scène de crime et ils attendent un match d'ADN. Ce qui est troublant dans cette affaire, c'est la durée du trajet. De l'endroit où la photo d'Abigail a été prise à 14h07, je vous rappelle, à l'endroit où les corps ont été retrouvés, il y a 15 ou 20 minutes de marche quand même. C'est assez étrange que personne n'ait rien vu ni entendu ce jour-là. De même, pour une seule personne, maîtriser 2 adolescentes, assez sportives en plus, cela demande une certaine autorité, une certaine force, une certaine expérience aussi, et une arme suffisamment contraignante, suffisamment dissuasive. Aussi, le délai du crime était très court. En 15 ou 30 minutes, le meurtrier a réussi à emmener les filles à pied, il aurait eu le temps peut-être de faire un rituel ou d'abuser des filles et enfin de les tuer. On peut se demander si le crime n'était pas planifié. Quand je dis planifié, c'est par rapport au fait que le jour où les filles ont disparu, c'était un jour où il n'y avait pas cours. On peut se demander s'il n'y avait pas eu alors du repérage préalablement. Lorsque Kelsey a déposé les filles ont dû prendre un chemin pour arriver jusqu'au pont. Peut-être que sur ce chemin, elles ont croisé une première fois leur agresseur, sans se douter de rien, et que ce dernier a saisi l'occasion en les suivant et en les traquant par la suite. Pour commettre un crime dans de telles conditions et avec une telle assurance sur les lieux, le meurtrier doit connaître son terrain, ou en tout cas ne doit peut-être pas en être à son premier crime, il a forcément de l'expérience. En tout cas, par rapport au délai pour commettre le crime, le meurtrier est soit calculateur froid et organisé, connaissant le terrain, soit chanceux et saisissant l'occasion. Après, est-ce que ce crime est l'œuvre d'une seule personne ? Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes ? Pour le moment, on n'a pas de réponse, cela reste flou. Il faut savoir aussi que le 17 juillet 2017, la police de l'État de l'Indiana a diffusé un premier portrait robot d'un homme suspect dans les meurtres de Delphi. Les suspects et les personnes d'intérêt. Des mandats de perquisition ont été délivrés aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête des meurtres de Delphi, plus de 12 en tout. Le dernier mandat en date concernait la propriété de Ronald Logan, âgé de 77 ans au moment des faits. Les corps des filles ont été découverts derrière sa propriété, ce qui pouvait faire de lui un potentiel suspect. Mais il a été découvert que Ronald Logan était en probation pour avoir conduit une voiture en état d'ébriété en 2014. Il ne devait donc pas, si vous voulez, pendant sa durée de probation, recommencer. Le jour de la disparition des filles, ce dernier a pris sa voiture pour se rendre dans un bar. Plusieurs témoins affirment l'avoir vu, il buvait de l'alcool. Ce dernier a donc un alibi et comme il a violé sa libération conditionnelle, il retourne immédiatement en prison. Il a donc été écarté de la liste des suspects. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un suspect est à différencier d'une personne d'intérêt. Dans cette affaire, il y a eu plusieurs personnes d'intérêt plus que de suspects.
Un suspect, c'est une personne qui peut avoir commis un crime et pour condamner un suspect, les autorités doivent apporter des preuves de leur cas devant un tribunal. Tant qu'il n'y a pas de preuves, un suspect n'est pas considéré comme coupable. En l'occurrence, l'homme sur la vidéo, prise par Liberty, est le principal suspect de l'affaire. Et une personne d'intérêt, c'est plutôt une personne qui peut détenir des informations sur un crime, qui peut fournir des informations qui mènent à un suspect ou qui peut devenir lui-même un suspect. Et dans le cas de cette affaire, comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs personnes d'intérêt. La première personne d'intérêt a été Daniel Nation. En septembre 2017, la police de l'État de l'Indiana reçoit un appel de la police du comté d'El Paso dans le Colorado disant qu'ils ont appréhendé un homme, un certain Daniel Nation, âgé de 31 ans et qu'il semble impliqué ou du moins être une personne d'intérêt dans les meurtres de Delphi. C'est un délinquant sexuel violent impliqué dans le trafic de stupéfiants qui était connu des services de police. En février 2017, il résidait dans l'Indiana et se rendait fréquemment au commissariat de police si vous voulez en garder un œil sur lui. Daniel Nation a été arrêté pour avoir menacé des randonneurs sur un chemin de balade avec une hachette de guerre dans la région du Mont Herman. Dans sa voiture, il avait même un calibre 22 et il a agressé une femme. En raison de sa ressemblance au portrait robot, les médias l'ont associé à de multiples meurtres, vous vous en doutez bien, notamment ceux de Delphi. La police l'a considéré comme une personne d'intérêt, Daniel Nation a été interrogé sur la mort des deux jeunes filles, et 2 preuves circonstancielles étaient contre lui, à savoir qu'il habitait à 2 heures de l'Indiana et qu'il ressemblait au portrait robot. Vous l'avez compris, ce n'est pas suffisant pour inculper quelqu'un d'un meurtre. En plus de ça, les enquêteurs ont affirmé que Daniel Nation avait fourni des preuves supplémentaires de son innocence lorsqu'il a été interrogé. Il a même autorisé à ce qu'on lui prélève un peu d'ADN et finalement les enquêteurs étaient convaincus qu'il n'était pas impliqué dans les meurtres de Delphi. La deuxième personne d'intérêt a été John Miller. Le 9 juillet 2018, John Miller est arrêté à l'âge de 59 ans pour le meurtre d'April Tinsley, une enfant âgée de 8 ans qui a été sauvagement assassinée en 1988. John Miller a pu être inculpé grâce à une comparaison d'ADN entre l'ADN du tueur prélevé sur le corps d'April Tinsley et l'ADN de John Miller. Face à cette preuve scientifique accablante, John Miller a avoué l'enlèvement et le meurtre de cette dernière et elle a été condamnée à 80 ans de prison. Le fait troublant, c'est que 2 ans après le meurtre d'April en 1990, un message anonyme avait été découvert sur la porte d'une grange à Saint-Joseph. La personne se reconnaissait coupable du meurtre d'April et menaçait de recommencer et de tuer encore. En plus de cela, John Miller vivait à environ 2 heures de Delphi. Cette menace de tuer une nouvelle fois, la ressemblance au portrait robot et la localisation géographique a fait naître dans le public l'idée que John Miller ait pu commettre les meurtres de Delphi. Les enquêteurs se sont donc intéressés à John Miller, mais dans le cadre de l'enquête, Kim Riley a refusé de dire si l'ADN de Miller aurait pu être comparé aux preuves de l'affaire de Delphi. La troisième personne d'intérêt a été Charles Andrew Elridge. Le 8 janvier 2019, il est arrêté à l'âge de 46 ans pour des crimes sexuels, essentiellement de la pédophilie sur les réseaux sociaux. Il avait des relations sexuelles avec des mineurs et en fait un détective infiltré se faisait passer pour un enfant de 13 ans et communiquait avec lui via Facebook. Charles Andrew Elridge lui avait donné rendez-vous dans un lieu public, c'est comme ça que les policiers ont pu l'arrêter. Sur Facebook, chose étonnante, il postait des histoires d'enfants disparus, des crimes sexuels, des tueurs qui étaient recherchés. Il avait même téléchargé un article sur les possibles preuves ADN concernant les meurtres de Delphi, et ce juste après la découverte des corps d'Abigail Williams et de Liberty German. Par ailleurs, les grands-parents de son ex-femme affirment que c'était un homme assez pervers, obsédé par les armes à feu et qu'il aimait bien passer du temps seul en forêt. Après son arrestation, Charles Andrew Elridge est devenu une personne d'intérêt dans les meurtres de Delphi après que sa photo comparée au portrait robot ait circulé dans les journaux. Le FBI et la police locale ont enquêté sur un lien potentiel entre Elridge et les meurtres d'Abigail et de Liberty, mais aucune preuve n'a indiqué qu'il aurait pu avoir quoi que ce soit avec les meurtres de Delphi. La quatrième personne d'intérêt a été Paul Hetter. Le 22 juin 2019, Paul Hetter est soupçonné d'avoir enlevé et séquestré une jeune femme dans l'est du comté de Tippecanoe et de l'avoir agressée sexuellement dans une ferme avant de la relâcher. Paul Hetter ressemble aussi au portrait robot. Le problème, c'est que le 27 juin, il s'est suicidé alors qu'il était encerclé par la police. Il n'a pas vraiment été considéré comme un suspect ou une personne d'intérêt, mais les enquêteurs se sont tournés vers lui parce qu'ils se sont intéressés à la possibilité que le suspect ou le meurtrier soit mort.
Finalement, en 2019, il y a eu un second portrait robot d'un nouveau suspect totalement différent du premier. Vous allez le voir, ce n'est pas l'homme sur la vidéo, mais il est suspect dans l'affaire des meurtres de Delphi. Les enquêteurs gardent la raison secrète. Est-ce le meurtrier ou un complice? Est-ce qu'il a été filmé dans la vidéo entière de Liberty? Est-ce que le meurtrier finalement connaissait les filles? Est-ce que ce n'était pas un habitant de la ville de Delphi? Ou au contraire, est-ce que c'était une personne de passage dans la région ou un meurtrier occasionnel? Nous n'avons pas de réponse pour l'instant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'affaire a connu une certaine médiatisation. Des personnes sur les réseaux sociaux ont créé des pages pour qu'il soit fait justice à Abigail et Liberty, mais le problème c'est que des personnes ont entravé à l'enquête en recherchant des adresses, des identités et en traquant finalement des personnes qui ressemblaient seulement au portrait robot. Sauf que la plupart du temps, c'était des personnes innocentes. La police de la ville n'était pas d'accord avec ce genre de pratique puisque le risque, c'était de faire échapper et de faire fuir le véritable tueur. Malheureusement, à ce jour, on ne connaît toujours pas l'identité du tueur de Delphi, mais les enquêteurs ne désespèrent pas. À tout moment, il peut y avoir de nouvelles révélations et des rebondissements dans l'enquête. Doug Carter, le surintendant de la police de l'État de l'Indiana, a adressé en 2019 un message directement au tueur en disant mot pour mot: nous vous avons probablement interviewé, vous ou quelqu'un proche de vous. Nous savons que c'est une question de pouvoir pour vous et que vous voulez savoir ce que nous savons. Et un jour, vous le ferez. Une question pour vous: à quoi penseront vos proches lorsqu'ils découvriront que vous avez brutalement assassiné 2 petites filles pendant plus de 2 ans? Vous n'avez jamais pensé que nous passerions à une stratégie d'enquête différente, mais nous l'avons fait. Concernant les familles, elles n'abandonnent pas et se battent pour découvrir la vérité sur les meurtres d'Abigail et de Liberty. Quant à Kelsey German, vous savez, la sœur de Liberty German, elle fait des études judiciaires, motivée d'un jour retrouver le ou les meurtriers de sa sœur et de son ami.